Bonjour, je suis Nadia et je vous accueille dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. Grâce à leurs témoignages, vous trouverez du réconfort et de l'entraide dans votre parentalité. Mon but étant de vous emmener dans un monde où les parents peuvent raconter leurs difficultés sans jugement et avec bienveillance. Aujourd'hui, je vous lis le commentaire de Flora qui me dit « Super podcast qui laisse la place aux parents ». Nadia offre une écoute bienveillante à ses invités et nous éveille sur des thèmes très intéressants. Ce nouveau podcast apporte sa pierre à l'édifice pour une parentalité plus éclairée et à l'écoute des tout-petits sans langue de bois. Merci beaucoup Flora pour ton commentaire. Il me encourage énormément et me fait très plaisir. Si comme Flora vous avez envie de me laisser un message ou un commentaire, n'hésitez pas. Prenez n'importe quelle plateforme, Instagram ou Apple Podcast. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je suis un petit peu enrhumée, toujours, parce qu'à l'enregistrement j'étais déjà enrhumée. Mais voilà, je m'excuse pour cette voix nasillarde et j'espère que je vais bientôt guérir très vite. Allez, place à l'épisode. Quand on devient mère, un véritable chamboulement peut s'opérer dans notre corps et notre tête, à tel point que nos priorités changent. Le métier que nous exercions déjà depuis quelques années peut subitement devenir trop chronophage, avec ce constat affligeant de passer à côté de la vie de ses enfants. C'est le constat qu'a fait Isor, maman de 4 enfants aujourd'hui. Et suite à ce constat, une envie germe en elle, une envie de changement. Isor, c'est une femme pleine de positive attitude et à l'écoute des signes de la vie quotidienne. Via son métier d'aujourd'hui, elle nous apporte de la joie et de la légèreté dans notre vie quotidienne, parfois monotone et pressée. Parce que c'est comme ça qu'elle voit sa parentalité maintenant. Profiter de l'instant présent en transformant chaque moment du quotidien en une véritable joie éphémère. Vous allez découvrir à travers cet épisode comment Isor a concrétisé son envie de changement, quels moyens elle s'est donné pour mettre en place sa reconversion professionnelle et à quel point elle s'épanouit aujourd'hui dans sa vie familiale. Alors, je te propose de te présenter. Oui. Ta famille, ton métier, ta vie. Vas-y. Donc, moi, c'est Isor. Ma famille, j'ai 4 enfants, mariée depuis 10 ans. On a 4 enfants de 8, 6, 4 et 2. 3 à l'école et 1 à la crèche. Et je suis illustratrice depuis 4 ans. D'accord. Alors, on va commencer par ta vie d'avant, quand tu étais salariée. Alors, quelles étaient tes grosses difficultés quand tu étais salariée ? Qu'est-ce qui te que tu n'aimais pas ? Qu'est-ce que tu voulais changer ? J'aimais beaucoup mon métier. Après, concrètement, dans la forme, quand j'ai commencé à avoir des enfants, j'ai trouvé que ça pouvait prendre vraiment beaucoup de temps sur une vie de famille. Voilà. Donc j'avais envie de l'adapter pour que dans une semaine, du lundi au vendredi, je parle pas des week-ends, il y ait finalement un juste équilibre entre vie pro et vie perso, ce qui est pas forcément évident, selon les employeurs, selon les sociétés, et voilà, donc je trouvais que ce qui était difficile, c'était... Moi, j'avais l'impression de m'épanouir dans ma vie professionnelle, mais de louper quelque chose, ou en tout cas de ne pas être assez présente dans ma vie familiale. Auprès de tes enfants, ouais. Parce que donc à cette époque-là, tu en avais 2, tes 2 prénoms. En fait, j'en avais pas. J'ai eu mon premier et mon deuxième quand j'étais salariée. D'accord. Et quand tu étais salariée, donc c'était quoi tes horaires ? Tu comptais les heures ? T'étais cadre ou il fallait pas compter les heures ? Les deux, parce que j'étais dans une association. Ouais. Il y a vraiment une part de c'est un métier un peu mission dans une association. On travaille avec des bénévoles. Donc il y avait effectivement nos heures, enfin voilà, c'était du 9h à 18h à peu près. Mais après il y avait tous les événements, toutes les activités qu'on pouvait proposer aux personnes qu'on aidait ou qu'on accompagnait, qui parfois se faisaient en dehors de ces horaires. Le week-end, une soirée qu'on organisait, etc. Un pot de départ d'un bénévole qui se faisait le soir. Ouais. Donc il y avait un peu d'événementiel qui se faisait, enfin je dis un peu, mais c'était quand même, finalement, avec du recul, c'était pas mal, qui se faisait en dehors de ces horaires-là. Donc j'étais amenée quand même à
à ne pas être là forcément à 18h15 à la crèche ou à être absente un samedi, quoi. Voilà. D'accord. Et ton mari, tu pouvais compter sur lui pour ou il avait aussi un boulot prenant où il fallait. À cette époque-là, moins qu'aujourd'hui. Il était salarié aussi à cette époque-là et non, clairement, lui, il avait vraiment des journées. Il partait à 7h du matin et il revenait à 20h30. Ah ouais. Quasiment toute la semaine. Enfin, peut-être un jour, c'était différent, mais c'était tout. Il s'est mis à son compte il y a 4 ans en même temps que moi et ça a changé aussi. D'accord. Ah, lui aussi s'est mis à son compte. La même année que moi, ouais. D'accord. Il travaillait dans quoi avant ? Il était dans le bâtiment. Il était conducteur de travaux. D'accord. Dans une grosse boîte. Et il y a 4 ans... Dans la construction, du coup. Ouais, dans la construction. Et il y a 4 ans, il s'est mis à son compte. Il a créé son cabinet enfin, il est maître d'œuvre. D'accord. Voilà. Okay. Et ça a changé, ouais, vraiment. Ouais, donc pour lui... une liberté, en fait, une liberté qu'on a trouvée tous les deux. En fait, c'était... L'organisation, c'était juste notre histoire. C'était une histoire entre mon mari et moi. Personne ne venait interférer. Évidemment, la clientèle, etc. Mais c'était nous deux qui gérions vraiment la semaine et l'organisation familiale. Voilà. À cette époque-là, c'était vraiment ça, c'est de me dire mais finalement ça y est, j'ai un enfant, 2 enfants, et finalement on se rend compte que ça grandit quand même assez vite, ou en tout cas le temps passe, on a la sensation d'un temps qui passe très vite. Et je me suis dit j'ai envie d'en profiter, quoi, d'en profiter dans le sens passer du temps ou que du coup je voulais des temps en famille qualitatifs. Donc les moments où quand on bosse, du coup toutes les tâches, la gestion d'une maison, voilà, se faisait le week-end. Et j'avais envie que le week-end devienne un moment vraiment qualitatif, et donc de me dégager du temps la semaine pour faire toutes ces petites choses, courses, gestion administrative, etc. La semaine du lundi au vendredi. Et le week-end devenait vraiment un moment où 100% pour les enfants, 100% pour nous, pour la famille, pour des moments qualitatifs entre nous. Voilà. Alors justement, donc avant la mutation de ton mari, donc t'avais quand même une idée de je veux un changement côté pro. Ouais, j'avais assez envie d'un changement, mais je savais pas trop comment le... Et t'avais lancé des petites choses, je sais pas, regarder des annonces, regarder des parcours de reconversion, des choses... Tu t'étais déjà lancé dans quelque chose ? Je pense que j'étais pas mûre vraiment dans... C'était pas mûr, c'était juste une envie là qui germait. Mais je pense pas qu'à ce moment-là, j'étais vraiment en mouvement pour un changement. D'accord. Je savais que j'en avais envie, mais je savais pas comment. Il y avait des domaines qui m'attiraient plus que d'autres, mais c'était tout. Enfin, c'est vraiment le départ et l'annonce d'un déménagement. Je me suis dit voilà, là j'ai peut-être finalement ça s'impose à moi. C'est comme un peu une évidence. C'est du bol et pas de bol. Enfin, mais voilà, mais ça se fait là, et donc saisis-le peut-être maintenant, quoi. Voilà. D'accord. Donc c'est ça qui a fait mûrir ton envie de changement, alors c'est le déménagement ? Comme ce changement s'est vraiment imposé à nous, il s'est fait vraiment très vite. Mon mari est parti en 3 semaines dans l'Est et je l'ai rejoint que 3 mois plus tard, parce que c'était en cours d'année. Pour mon boulot, c'était un peu compliqué. Donc je me suis dit, écoute, à un moment donné, il faut saisir les opportunités qu'on a là. Si ça se trouve, c'est un signe. Ça fait quelques mois que j'ai envie de changement, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Et voilà que 3 mois plus tard, on nous annonce un changement. Est-ce que c'est pas l'occasion pour moi de le saisir et de me dire maintenant je me pose, je réfléchis effectivement à la suite. Donc c'est ce déménagement. Ouais, c'est vraiment ce déménagement, changement de région. J'ai demandé quand même une mutation en interne dans l'asso dans lequel je travaillais. J'en ai pas eu. Je me suis dit, écoute, insiste pas, c'est peut-être aussi un deuxième signe. Voilà. Et c'est une fois sur place, une fois qu'on était bien installés, que voilà, je me suis dit voilà, maintenant j'y réfléchis, et je me suis fait effectivement accompagner pour démarrer cette réflexion. Okay. Alors, juste avant que tu nous racontes ça, il y avait une question de Aigrobon qui demande qu'est-ce qui a été le déclencheur du changement ?
d'abord l'arrivée des enfants qui fait émerger une envie de changement, ou en tout cas de modifier un tout petit peu l'organisation et le rythme qu'on a. Et puis, en fait, c'est un déménagement, mais ça aurait pu être autre chose. Oui. Je considère que le déménagement a été finalement une opportunité et un signe. Je me suis dit, là, c'est l'occasion de faire juste une pause. Voilà. Mais j'aurais pu ne pas la saisir, donc en fait, j'aurais pu très bien me dire, non, en fait, on déménage, mais je suis pas prête. Mais je vais me trouver un autre boulot dans le même milieu à Strasbourg. Enfin, en tout cas, ça sera ma target. Donc, j'ai l'impression que, en fait, parfois, il y a des petits signes ou des petites choses qui, dans notre quotidien, qui, parfois, il suffirait peut-être de les écouter ou bien de les regarder ou de se poser en disant, mais c'est peut-être en fait, ça, c'est peut-être une opportunité. Peut-être que cette rencontre-là, en fait, c'est un signe. Enfin, je sais pas. Je me dis être un petit peu attentif, être prêt aussi à accueillir ces rencontres-là ou ces signes. Et je considère que le déménagement, en tout cas, finalement, la mutation de mon mari a été en soi une belle opportunité et donc un signe pour moi, quoi. D'accord. Ouais, c'est en tout cas le point de départ des illustrés de Zou. Est-ce que tu avais envisagé peut-être d'être mère au foyer ou ça te correspondait pas du tout? Non, je crois que je m'y épanouis dans ma vie de famille. Bien sûr, j'adore ça et j'y suis très heureuse, mais je m'y épanouis aussi parce que je m'épanouis ailleurs. Ouais. Voilà. Donc j'ai jamais j'avoue que ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Même dans l'année, finalement, où j'ai eu vraiment une année de réflexion, moi, d'accompagnement, etc. Même cette année-là, j'ai aimé la liberté qu'on avait et je trouvais que, du coup, j'avais le temps aussi pour nous faire un réseau à Strasbourg et on s'est vite intégrés parce que j'étais aussi disponible pour ça. Donc voilà. Ouais. Donc très vite, on a été très heureux dans cette ville. Mais je sais pas pour autant, je me suis dit tiens, je m'épose vraiment et je me destine vraiment à ma vie de famille. Non, je crois pas. Bon super. Et du coup, tu étais enceinte du 3e pendant cette année? Pas encore. Presque. Oui, à quelques mois près, effectivement, pendant la période d'accompagnement pour réfléchir un peu à ma reconversion professionnelle, j'ai effectivement attendu le 3e. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette période de coaching? Quel était ton but? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a ouvert comme champ des possibles? C'était d'abord pour moi avant de penser à ma vie pro. J'avais envie de me poser, d'apprendre à me connaître, de savoir ce que j'étais foncièrement dans le fond. Je voulais devenir un peu ma meilleure amie, être bien avec moi-même, et comprendre mon fonctionnement. Donc c'était un travail de quelques mois qui a duré peut-être 3 mois. Quelques rencontres du coup qui étaient en visio. Pas mal d'exercices entre ces rencontres, du travail du coup pour Valérie Mainviel qui était ma coach, voilà. Donc et puis on se retrouvait et on avançait comme ça pas à pas. Finalement, à terme, je crois que je me connaissais mieux. Je connaissais effectivement mes besoins fondamentaux. Comment nourrir mes valeurs pour être bien, et du coup ça allait rayonner dans une vie pro, une vie perso, une vie familiale et dans un entourage, un environnement, et voilà. Donc et ça a été vraiment très chouette, un très très bel accompagnement, et au terme de cet accompagnement plus perso, j'ai dit à Valérie, finalement est-ce qu'on pourrait pas pousser et vraiment approfondir la partie pro, voilà. D'accord. C'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, sur base, et ce qui était hyper riche, c'est que sur base du travail fait sur moi, j'ai trouvé que c'était un beau socle pour, du coup, travailler, finalement, mon objectif professionnel. C'est souvent par là qu'on commence, du coup. C'est d'abord savoir ce qu'on veut, se connaître, être aligné avec ses valeurs pour ensuite savoir vers quelle branche on se tourne, vers quel domaine. Ouais, c'est super.
Du coup, ouais, tu en es satisfaite. Et comment tu t'es dit, tiens, je vais me lancer dans le dessin? Bon, déjà, pour mettre un peu les choses à leur place, j'ai un père qui a un don pour le dessin, qui dessine extrêmement bien. Il est devenu architecte d'intérieur et il pond des croquis en un quart de seconde dingo. Donc j'ai baigné dans un univers quand même un peu artistique et avec un père. Et puis au-delà du croquis, voilà, on lui met de l'acrylique ou du pastel dans les mains. Enfin, c'est voilà. En tout cas, j'admire beaucoup son talent. Donc voilà, j'ai baigné là-dedans. Ça veut pas dire que j'ai spécialement dessiné enfant. En attendant, Ouais, je l'ai vu faire. Au collège, tu t'étais forte en art plastique ou J'aimais ça, ouais. De là à dire que je pense pas. En tout cas, mes parents, quand j'étais au lycée, ne se sont pas dit faut absolument la mettre dans une branche artistique. Ouais. Voilà. Donc moi, j'aimais ça. J'avais envie de pourquoi pas être archi, mais à 18 ans, j'étais vraiment très paumée dans ma recherche d'études, etc. Enfin, ça a été très compliqué pour moi quand même. Donc j'ai laissé vite tomber ce truc-là. Je m'arrêtais assez vite, bloquée par ah non mais archi, il y a plein de maths. Enfin bref, je faisais des blocages comme ça. Ouais. Aujourd'hui, je regrette pas parce qu'on parle de regrets, mais voilà, je me suis peut-être un peu vite arrêtée. En attendant, j'ai baigné dans ce milieu-là un peu artistique, et donc quand dans mon boulot salarié là, je commençais un tout petit peu à me dire tiens j'ai envie de changement, j'avais envie de me reconvertir peut-être dans la déco, pouvoir créer de nouveaux espaces, un cocon familial. Enfin voilà, j'avais un peu envie de ça, ce qui correspondait bien à ce que j'étais, enfin à ce que j'aimais. Sauf que bon, arriver à Strasbourg avec 2 enfants, faut les caser, faut un peu de crèche pour faire une formation. Enfin, c'est pas forcément évident comme ça. Ouais. Donc, j'ai vite abandonné. La formation, c'était pas le moment pour le coup. Voilà, c'était un peu compliqué. Mon mari, dans sa vie professionnelle à Strasbourg, a été très 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 pris. Je crois qu'on ne s'est pas beaucoup vu du lundi au vendredi, donc je ne comptais que sur moi, donc c'était trop compliqué d'aller me mettre dans une formation pour l'année complète. Donc j'ai laissé tomber, mais c'est mon père qui m'a dit « Mais Isor, tu pars à Strasbourg, bon, cette formation tu peux pas la faire, est-ce que c'est pas l'occasion de prendre des cours de dessin ? Toi qui as envie de croquer dans un milieu peut-être de décoration de l'intérieur, bah finalement t'arriveras au bout d'1 an avec un book auprès d'un organisme de formation. En tout cas, c'est que du plus. Ouais. Et puis ça va te vider la tête, ça va te permettre de t'aérer, de rencontrer des gens dans tes cours, etc. Enfin, je trouvais que c'était pas mal, j'avoue. Je disais, oui, mais effectivement, quelle bonne idée. Donc en arrivant à Strasbourg, ça a été un peu ma target en parallèle de mon accompagnement, c'était de trouver des cours de dessin. D'accord. Donc dès le mois de septembre, assez vite, j'ai rencontré une artiste à Strasbourg qui m'a dit « Mais c'est ok, moi je te donne, si tu veux, 1h30 de cours par semaine toute seule, comme ça je t'apprends vraiment les bases en mode accéléré, puisque c'est de l'individuel. » Et en parallèle, dans une école, j'ai trouvé des cours de dessin qui étaient eux plus généralistes. Donc c'était 2 choses qui allaient très bien ensemble. Et donc j'ai appris assez vite, j'ai très vite compris, j'ai très vite aimé. Et dans ce cours, j'ai trouvé on s'est rencontrés dans ce cours, une amie qui était vraiment mon amie de dessin. Et on s'était dit, mais tiens, est-ce qu'on se prendrait pas une demi-journée par semaine et puis on parcourt Strasbourg, moi qui connaissais pas bien la ville. On se retrouve une demi-journée par semaine avec notre carnet de croquis, notre crayon et machin, et puis on va dessiner un monument, un parc, enfin voilà. Le paysage. Voilà, et donc je me suis vachement entraînée avec elle, elle avait un niveau nettement supérieur au mien, donc elle m'a foutu un peu la pression quand je voyais ses croquis, j'étais là waouh. Et donc finalement j'ai quand même ça me faisait pas mal d'heures de dessin. Et comme j'aimais ça, à mes heures perdues, je dessinais, j'essayais de m'entraîner, etc. C'est comme ça que le dessin est venu en fait. D'accord. Pendant cette année-là, j'ai vraiment pris des cours un peu en accéléré, et voilà, donc une année complète de dessin. Ok. Et t'as trouvé tout de suite ton identité ? Les petits lapins que tu dessines ? Non, pas du tout. Non, c'est arrivé petit à petit. Ah ouais, c'est vraiment arrivé. C'est arrivé. Ça, c'était en 2015-2016. C'est arrivé mon univers. Il est arrivé bien plus tard. Il est arrivé que je ne dise pas de bêtises. Il est arrivé plutôt en 2017. D'accord. Tu vois.
Là, c'était vraiment, je dessinais, il fallait que je m'entraîne, il fallait que ça vienne, il fallait que ça soit spontané, voilà, il fallait délier le poignet, enfin voilà, c'était vraiment de la pure technique et puis du lâcher prise. Ouais. C'est en rentrant, en fait, en quittant Strasbourg pour s'installer à Vendrechy, sur la route du retour, on suivait le camion de déménagement. Ah oui, t'es vraiment en rentrant, quoi. Ah ouais, vraiment, ouais. Sur le trajet, Ah ouais, quoi. complètement, vraiment. Ouais. On était derrière le camion, ou devant, je ne sais plus, mais et j'ai dit à mon mari, mais en fait, quand même, le dessin, l'univers des enfants, quand même, j'aimerais bien dessiner pour les enfants. Enfin, je lui balance un truc comme ça, il me dit, ouais, ok, cool, enfin bon, c'est ok, mais tu veux en faire quoi? Écoute, je ne sais pas, mais voilà, c'est peut-être un truc que j'ai envie de creuser. On est rentré, mon troisième aîné, notre troisième aîné, et il est né en octobre, et en fait à Noël, j'ai une ou deux amies là qui m'ont passé des commandes d'illustrations pour des neveux, des nièces, etc. Enfin voilà. On dit, ah, tiens, Avant même que tu leur présentes ce que tu dessines, enfin leur présentes ton identité. J'avais pas d'identité encore à ce moment-là, vraiment d'accord. pas, tu vois. Mais je commençais à dessiner des animaux, je faisais plus de l'illustration des animaux, mais il y avait moins de pattes, enfin clairement j'avais pas mon identité visuelle. Je dessinais ce qui me passait un peu par la tête, et voilà. Et une amie hyper sympa, une amie de très longue date, m'a dit, mais attends, je vais te passer quelques commandes. Et voilà, et grâce à elle, effectivement, une commande, du coup son ami m'a passé une commande, voilà, et je me suis dit, ah tiens, chouette, c'est un petit quelque chose qui est en train de naître. Et c'est que peut-être 3 mois après où je me suis dit, si je veux avoir une place dans ce milieu, va falloir que j'aiguise un tout petit peu ma personnalité dans mes dessins. Et là, écoute, en fait, je sais pas trop comment, mais j'ai vu des petits animaux. J'ai pris vraiment du plaisir à faire vivre des petits animaux, parce que j'aime bien le côté très enfantin, un peu nounours, peluche, dans une vie de famille. Enfin voilà. Et donc c'est né peut-être pour le coup, en 2017. D'accord. Voilà. Ok. C'est vraiment impressionnant parce que c'était pas ta passion de base, c'était pas quelque chose où depuis toute petite tu dessinais très bien, où tu faisais que ça. T'as en fait en quelque sorte construit cette passion qui est maintenant la tienne. Et ouais, je trouve ça impressionnant parce que souvent on dit quand on fait une reconversion, faut aller vers ses passions, mais très peu de gens ont une passion en fait bien définie. Et toi, t'as su faire un bilan sur toi, te connaître un peu, savoir ce qui te branchait, construire en fait ta passion. En fait, je trouve ça dur effectivement, comme tu dis, souvent on dit, mais si je me reconvertis, faut que j'ai une passion. Et je trouve ça tellement dur parce qu'on n'a pas tous une passion en tête. Enfin, je veux dire, on n'a pas tous quelque chose là qui nous transcende. Et j'étais la première à ne pas en avoir. Et donc en fait, je trouve que ça crée même des freins. Ouais, des freins. En fait, j'ai pas de passion. Puis du coup, on se dénigre un peu. Oui. Non, moi j'ai pas de passion. Voilà. Enfin, et je trouve ça un peu dur. Je trouve que c'est plutôt. Enfin, je pense il ne faut pas parler de passion, il faut parler plutôt de valeur, enfin, de besoin, en fait. Moi, pour être bien, pour être épanouie, pour ne plus me comparer aux autres, pour me sentir bien dans mes pompes et tout, j'ai ce besoin-là qui doit être assouvi. Voilà. Et en fait, là, on peut le regarder en disant, mais tiens, mais du coup, comment le transformer dans une vie professionnelle ou dans une vie perso, enfin, ou dans une vie de famille. Voilà, je trouve que c'est plus parlant et c'est plus juste de parler de besoins, même de valeurs en fait. Enfin, moi j'ai une valeur pour laquelle j'ai envie de me battre, même dans ma vie de famille, auprès de mes enfants, etc. Et voilà, comment peut-être on peut transformer ça et trouver un job qui va vraiment coller à notre valeur, quoi, ou à notre besoin. Et c'est là, au-delà de la passion, c'est juste, du coup, trouver le job qui nous correspond bien, quoi.
et pour lequel on a envie de se lever le matin. C'est parce qu'il nous colle à la peau, enfin il nous prend en trip, parce que au niveau des valeurs il nous correspond, parce que les besoins que j'ai besoin de nourrir pour être bien, il répond à ce besoin-là. Donc voilà, je trouve que parler de passion, c'est un tout petit peu difficile quand même. Ouais. Si on n'en a pas, ou si on pense ne pas en avoir. Parfois on pense ne pas en avoir, alors que je pense qu'on en a. Et au-delà de parler de passion, c'est un talent. Un talent, c'est pas forcément un talent artistique ou créer quelque chose. Un talent, c'est quelque chose dans la personnalité qui fait qu'on nous aime pour ça. Enfin, on dit, tiens, un tel, mais elle a ce talent-là d'être hyper présente auprès des autres, ou d'être hyper à l'écoute, ou de savoir faire telle chose et que ça rayonne chez les autres. Enfin, je trouve qu'un talent, c'est pas juste savoir faire quelque chose de ses 10 doigts, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, ouais. C'est un peu comme ça que je le vois maintenant, parce que je me suis renseignée un peu sur le sujet, mais avant, quand on me parlait de reconversion pro, ou que je voyais des artistes comme toi, je me disais, c'est des gens qui ont ce talent-là depuis tout petit et qui ont cette passion-là depuis tout petit, mais j'étais dans le faux. Ouais, je pense que vraiment, faut qu'on dans le sujet de la reconversion pro, je pense que vraiment le mot passion, faut le bannir, ouais. Vraiment, ouais. Ouais, complètement. Alors, si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui est au stade, je vais peut-être faire une reconversion pro parce que je ne me sens pas à ma place aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Par quoi, par exemple, tu lui dirais de commencer? Je lui dirais de foncer, dans le sens où il faut parfois suivre son intuition et son feeling, et que c'est souvent l'environnement qui freine. Je trouve que être vraiment à l'écoute de son feeling, quoi. Si aujourd'hui on se dit tiens, je ferais bien une reconversion, alors il faut être vraiment à l'écoute, ne pas le mettre dans un tiroir en disant non, on le range, ce sera pour une autre fois. Dire non, là clairement je l'ouvre ce tiroir et puis je vais étudier la question. Un conseil, j'avoue, je me sens pas très bien placée pour un conseil, mais je me dis que être vraiment à l'accueil de la rencontre. Des opportunités, comme tu disais. Ouais, qui peuvent peut-être se transformer. En fait, une rencontre peut être une opportunité. Un coup de fil ou la mise en mouvement parce qu'on a rencontré, ou on est allé faire une recherche particulière. Enfin, voilà, je pense que en fait tout peut être opportunité à partir du moment où on l'accueille comme tel. Tu vois. Et il y a des moments dans notre vie où on n'est pas disposé en fait à accueillir ça comme ça. On laisse passer toutes les petites choses comme ça, et puis voilà. Sauf qu'il y a des moments où quand on a un tiroir ouvert, justement, je suis convaincue qu'en fait on est vraiment nettement plus ouvert ou en tout cas à l'écoute des petits signes d'une rencontre, de quelqu'un qui nous dit quelque chose, qui dit ah tiens, mais elle m'avait dit ça, cette personne-là, mais peut-être que je devrais creuser, enfin voilà, et ainsi de suite en fait. Et que une rencontre fait aussi des petits, et en fait parfois la mise en mouvement, elle fait déjà beaucoup, même si on n'atteint pas le résultat tout de suite, même si on se reconvertit pas tout de suite, la mise en mouvement, il y a vraiment la notion de dynamique. Et je me dis aussi qu'un rêve est un rêve quand on le vit seul, et il devient projet quand on fait des rencontres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Voilà. Ça se concrétise en fait. Ouais, à un moment donné, ton rêve, il devient un tout petit peu plus projet, mais quand tu te mets en mouvement, parce que tu te vas à la rencontre des gens, à la rencontre des personnes qui pourraient t'aider dans ton projet, qui ont vécu, qui ont monté une boîte, ou qui ont fait une reconversion pro, enfin, peu importe le domaine, mais un rêve est un rêve quand on le vit, enfin, un rêve pro, enfin un rêve comme ça de changement, il est un rêve, et puis il devient vraiment rêve projet quand on le met en mouvement, parce qu'on décide d'aller à la rencontre, tu vois. Okay. Et avec d'autres, il devient un vrai projet. Ouais. Je dis pas que seul ça l'est pas, mais il est plus de l'ordre du rêve, enfin toute seule, tu vois. Oui, je comprends, ouais. Bah oui, le fait d'en parler, le fait de s'associer avec d'autres gens, le fait de commencer à entamer des démarches, ça concrétise les choses. Là, donc projet. Du coup ça devient un projet. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ok. On va peut-être passer à ton métier actuel.
Donc qu'est-ce que tu fais exactement? Donc il y a les cartes de vœux, les livres. Dis-nous un peu tout ce que tu fais. J'ai commencé d'abord par le dessin sur mesure, Ouais. dans mon univers toujours, qui était plutôt destiné au faire-part des baptêmes, naissances, etc. Cadeaux de naissance, cadeaux pour une famille, enfin voilà. Donc je fais du dessin sur mesure. Je dessine un contexte familial, un univers familial à la demande. Ensuite, j'ai créé 1 an plus tard vraiment de la papeterie. Des cartes, papier à lettres, affiches, etc. Et du coup, j'ai créé une boutique en ligne sur mon site pour que ce soit accessible et plus facilement trouvable. Et ensuite, qu'est-ce que les livres, il y a 3 ans, j'ai eu la chance de m'associer à une maison d'édition locale à Tourcoing. Et je lui ai proposé un projet qui germait un peu, qui était de faire découvrir des métiers un petit peu rares ou un peu oubliés, un peu loin de nous en ce moment, pour les enfants, aux enfants de 3 à 6 ans, à peu près. Donc c'était juste de l'ordre de la sensibilisation, faire découvrir. J'avais pas d'autre objectif que ça, je voulais juste que ça, voilà, qu'un enfant sache que c'était qu'un souffleur de verre, un céramiste, voilà. Donc chaque année, avec cette maison d'édition, on édite un livre sur un métier. Et voilà. Et en gros, je développe du coup une gamme de papeterie, des dessins sur mesure ou du semi sur mesure, ça peut dépendre de la demande, et ensuite des livres. D'accord. Et donc à travers tes illustrations, donc sur ton compte Instagram, je vois que t'en publies pas mal. Est-ce que tu cherches à transmettre quelque chose, des valeurs, des philosophies de vie, des philosophies de parentalité? J'ai aucune autre ambition que de sourire, de prendre la vie avec légèreté. Voilà, de faire un peu d'autodérision pour alléger les moments un peu plus compliqués dans la vie de famille. Le dessin est pour moi une manière de m'aérer, d'être dans une bulle, de me changer les idées, et du coup dessiner en souriant, je trouve ça assez chouette. Il y a des dessins que je dessine parce que je viens de le vivre et je me dis ah non mais celui-là faut que je le dessine parce que vraiment voilà. Et donc c'est une manière pour moi vraiment de lâcher prise, de me lâcher aussi, enfin voilà, on lâche un peu d'énergie là-dedans. Et tu t'inspires de ta propre vie de famille du coup. Ouais, je m'inspire de ma propre vie, de ce que je suis, de ce qui chez moi peut parfois m'agacer ou de ce qui me fait marrer. Je suis quelqu'un d'assez positif finalement, quand même en règle générale, et forcément j'ai des moments de down comme tout le monde, mais en règle générale je suis quelqu'un d'assez positif et j'ai envie de mettre dans la route, dans le métro, boulot dodo, voilà, plein de joie, voilà. Et donc c'est ce que j'essaye au travers de mon univers de faire passer, voilà. J'ai aucune prétention à faire rigoler ou voilà, mais j'ai juste envie que en regardant mes dessins et ma page Instagram et voilà, qu'on sourit quoi, voilà, qu'on se dise finalement tout ça c'est léger, c'est pas grave, voilà. Ouais, donc t'es pas forcément dans le militant, la dénonciation, c'est vraiment prendre les choses de la vie quotidienne avec légèreté, quoi. Notre philosophie avec mon mari, c'est de se dire qu'en fait, il faut parsemer notre quotidien de plein de petites joies. Plein de petites joies. Parce que le métro boulot dodo, il est parfois pas marrant. Sauf que nous, on se dit que notre objectif, c'est de rendre justement ce quotidien, parce que c'est notre vie, en fait. C'est notre vie. De rendre ce quotidien joyeux. Donc, que la vie soit joyeuse. En fait, que la vie soit un peu une fête. Alors, toujours avec des moments où on a moins l'énergie, moins le courage, on est plus fatigué, etc. Mais globalement, c'est un truc qui nous tient, quoi. C'est dire, attends, faut que, même pour nous, ce rythme comme ça, du lundi au vendredi, il y a le boulot, les week-ends, c'est la famille. Enfin, c'est quand même, voilà. Et notre objectif, c'est vraiment de se dire, en fait, on va rendre la vie légère,
Il y a des priorités quand on avait pas d'enfants ou moins, on avait des petits principes, machin. Maintenant, on se dit, c'est quoi? On a 5 principes bien prioritaires qu'on lâchera pas, mais le reste, en fait, enfin, faut le prendre avec philosophie. Vous avez lâché prise. Lâcher prise sur certaines choses l'objectif, c'est vraiment de parsemer notre vie vraiment de plein de petites joies, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, super. Et t'as un exemple concret de choses comme ça que t'appelles de parsemer de la joie, de sortir un peu de la monotonie de la semaine boulot, le week-end en famille? J'aime quand notre maison est ouverte, est remplie de monde, que ça sort, ça rentre, que voilà, etc. Donc pareil, on accueille volontiers un petit copain, une petite copine, un ou deux, enfin voilà. Voilà, ça aussi, ça fait partie pour nous des petites joies. C'est même si c'est un mardi soir en pleine semaine, et ben oui, bien sûr. Dans la limite du raisonnable, je veux pas non plus que mes enfants se couchent à minuit et donc soient déglingués, que du coup l'apprentissage en pâtisse, etc. Mais à partir du moment où tout va bien, et voilà, ben oui. En fait, je dis assez facilement oui à mes enfants dans la vie quotidienne. Si ça peut créer plein de petites joies, alors on le fait vraiment avec plaisir. Ouais. Ouais. Ça, c'est important, ouais. De dire oui pour que ça crée en eux de la joie, parce qu'au final, on a trop tendance à dire systématiquement non, 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 non. Au final, ce qu'ils demandent, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Et puis quand on dit non, après quoi, on se dit mais pourquoi j'ai dit non? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui me gêne dans le fait de dire oui? Ah oui, ben non, mais effectivement, j'aurais peut-être dû dire oui. Et donc en fait, ouais, je trouve que le oui, il fait tellement, enfin, en fait, auprès de nos enfants, c'est déjà un sourire, quoi. Enfin, je veux dire, oui, c'est un sourire. Donc, ouais, j'avoue que quand tu me posais la question des petites joies, comment parsemer un peu son quotidien de petites joies, bah, c'est clairement ça, faut savoir dire oui assez facilement. Tant que ça ne va pas à l'encontre d'un gros principe sur lequel on veut, évidemment, enfin, voilà, et puis, l'aîné n'a que 8 ans, donc je ne sais pas ce que je dirais dans 5 ou 7 ans, tu vois, mais aujourd'hui, ouais, voilà, c'est quand même, rendre le oui facile, pour que eux aussi nous disent quand même oui facilement. Enfin, c'est pas forcément une évidence aujourd'hui, mais quand même, voilà, globalement, c'est un peu ça, c'est rendre le oui accessible, faire de la vie une fête, ou en tout cas qu'ils aient de la banane tous les matins en se levant, quoi. Enfin, tu vois, l'effet surprise, de petites choses aussi. Enfin voilà. Donc ouais, c'est important. Ils nous le rendent après. Ouais, c'est on voyage pas beaucoup parce que financièrement on regarde un petit peu les choses, donc on n'a jamais, enfin ça nous arrive pas souvent de se dire se faire un big voyage, voilà. Bah en fait au lieu d'attendre le Graal du voyage tous les 2 ans, on se dit mais en fait c'est pas le voyage qui va nous rendre heureux. Ce qui va nous rendre heureux, c'est de partir 24 heures, prendre notre vélo avec un petit pique-nique, aller visiter notre région, là, faire 1 heure de route, voir un autre paysage, rencontrer 2-3 personnes, là, voilà, se prendre un petit pique-nique, aller dans les champs, c'est découvrir déjà notre pays, enfin, et les merveilles, enfin, voilà. Et du coup, c'est des choses qui deviennent accessibles, accessibles dans le temps, accessibles financièrement, et voilà, et qui, du coup, voilà, nous, en tout cas, nous rendent heureux, quoi, voilà. Ouais, bah, c'est super. Je voulais passer à ta vie d'aujourd'hui, enfin avec ton métier d'aujourd'hui d'illustratrice. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce qui te plaît dans le fait que ce soit déjà un métier indépendant, donc tu t'es plus salarié? Qu'est-ce que ça t'apporte de positif, ça? Une grande liberté. Là où quand je reviens à mes questionnements en tant que salarié il y a maintenant 6 ans, bah oui, clairement ça a répondu à mes interrogations. Enfin, j'y trouve une vraie liberté. L'organisation ne dépend que de mon mari et de moi. Je travaille un peu moins que mon mari, mais c'est aujourd'hui voulu. Enfin voilà. J'ai envie d'être disponible un mercredi, voilà. Ça m'apporte vraiment une liberté d'action.
j'ai l'impression de pouvoir mener mes projets. Alors j'ai eu quand même besoin de me faire accompagner par quelqu'un d'extérieur pour m'aider un petit peu dans ma stratégie. Enfin voilà, il y a eu un moment donné où j'ai eu besoin qu'on m'aide à avancer. À devenir entrepreneur? Non, après. Tu vois, quand j'ai démarré ça, j'étais toute seule. Ouais. Et c'est l'année dernière où j'ai eu vraiment un besoin de qu'on m'aide à définir ma stratégie, mon axe de développement, etc. D'accord. Parce que à rendre cohérent tout ça, tout ouais, ton univers. tout à fait. D'accord. Ouais. À mettre un nom ou à mettre des valeurs derrière une ADN, une image de marque, Ouais. tu vois, parce que je trouve ça à la fois super chouette d'être seule, parce que très libre, parce que je fais de mon entreprise ce que j'ai envie de, enfin je lui donne ce que j'ai envie de lui donner et je mets les valeurs ce que je veux derrière, etc. Maintenant, parfois, dans des questions plus profondes de stratégie, d'axe de développement, j'ai eu besoin, à l'année dernière, d'un regard un peu extérieur pour me guider dans... Ouais, c'est normal, après, on n'est pas expert dans tout, on n'est pas marketeur, on n'est pas expert de communication, donc ouais, je comprends. Donc ça m'amène une certaine liberté, clairement. J'ai l'impression de mettre tout ce que je suis dans mon entreprise, tu vois, en termes de valeurs, de besoins, enfin voilà. Voilà, ce que je n'avais peut-être, ou en tout cas ce que j'avais l'impression de perdre un peu il y a quelques années. D'accord. Et est-ce qu'au niveau de ta vie familiale, tu dirais que t'as gagné en équilibre, vie pro, vie perso? Ouais, je trouve effectivement, il y a toujours des équilibres à trouver parce que on trouve de temps en temps on se réadapte, on rediscute avec mon mari, tiens, bah, attends, on doit s'organiser comme ça, enfin voilà. Donc ça arrive de temps en temps, je trouve que c'est jamais vraiment acquis en fait une organisation familiale, même si on change pas de taf, enfin voilà, je trouve que il faut toujours à un moment donné se réadapter, je sais pas, on se redire tiens, bah alors on va faire comme ça, comme si moi j'ai besoin de ça, enfin voilà. Donc ça nous arrive quand même régulièrement de se mettre à jour, mais globalement, attends, j'ai pas eu ta question. J'ai complètement perdu, excuse-moi. Pas de souci. Est-ce que tu dirais que t'as un meilleur équilibre vie perso, vie pro? Ouais. Parce que derrière ça, enfin, je pense, on dit toujours, ouais, c'est bien d'être entrepreneur, d'être indépendant, on fait ce qu'on veut, mais n'empêche, ce qu'on oublie, c'est qu'on y travaille plus au final, à des heures perdues. Peut-être que le soir, t'es sur ton ordinateur à dire tiens, je vais penser ça, je vais faire ci, et c'est des heures que tu comptes pas forcément parce que c'est de la passion maintenant. Oui. Donc est-ce que t'as quand même réussi à trouver à garder cet équilibre entre ton métier et ta famille? Ouais, je pense que dans une année lycée, oui, je trouve que effectivement j'arrive à m'organiser pour faire en sorte qu'effectivement à un moment donné je suis à la sortie de l'école ou ce jour-là j'y serai pas, voilà, mais j'arrive à m'organiser. Après il y a des moments dans l'année plus rush que d'autres, voilà, où là oui, quand on est couché à 20h, tac, je m'y remets, voilà, je bosse le soir, etc. Après l'idée c'est pas de se faire bouffer, enfin avaler par son boulot, mais si on l'aime et que on garde toujours un vrai équilibre. Après moi parfois il retravaillait à 20h30, mon mari me disait bah oui très bien, moi aussi du coup je bosse, on était tous les deux, petit fond de musique, tac, voilà, après si on mais c'est pas subi, ça tous les soirs, c'est pas subi, et puis c'est pas tous les soirs. Ouais. On sait se mettre des limites en disant enfin sinon on pourrait travailler tous les soirs, enfin moi je peux dessiner tout le temps, enfin je pourrais sauf qu'à un moment donné on sait se dire stop aujourd'hui, ce qu'on faisait pas forcément la première année parce qu'on est dedans, et on dit quand on crée une entreprise les 2 premières années on a quand même la tête dans le guidon, et voilà, mais là ouais, globalement je trouve que on a un équilibre. En tout cas moi bon, sauf des périodes de confinement et tout ça où c'est plus compliqué, mais donc c'est toujours une année un peu bizarre cette année, mais sinon globalement ouais, je trouve que je sais les jours où je travaille, je sais les jours où je travaille un peu moins, je sais les jours où je suis avec mes enfants, etc. D'accord. Voilà. Alors j'ai une question de Floriane, je sais pas si tu connais, elle a lancé le podcast Le Boudoir du Biz, qui du coup elle est indépendante et elle a un fils assez jeune, et donc elle se posait la question comment tu fais pour travailler chez toi avec les enfants.
Donc, quelles sont les habitudes qui te permettent de mieux organiser tes journées? Comment, voilà, tu fais pour travailler avec tes enfants, ou du moins quand ils étaient petits, parce que là, j'imagine qu'ils vont à l'école. Et quelles ont été tes plus grandes difficultés et comment tu les as surmontées? Comment je m'organise? Moi j'ai 3 enfants sur 4 qui vont à l'école et la dernière qui va à la crèche aux horaires d'école. Donc déjà je travaille, je dépose tous les matins mes enfants à l'école et à 9h moins le quart, 9h je suis au boulot. Je me suis aussi j'ai essayé de me détacher de cette culpabilité de dire comme je travaille à la maison, faut que je sois à la sortie de l'école tous les jours. Ouais. Voilà, et ça je me suis dit en fait Isor, il y a un moment donné tu travailles, tu es à ton compte et tu es à la maison, mais tu travailles. Donc voilà. Tu t'autorises peut-être 1 ou 2 fois par semaine aller les chercher à la sortie de l'école. C'est ça. Donc en fait, sur les 4 jours d'école, il y a 2 jours où ils vont à la garderie et ils y vont tard, c'est-à-dire que je les récupère à 18h. Ouais. Enfin, entre 17h30 et 18h, ça dépend un peu de mes journées et la quantité de boulot que j'ai, mais globalement, je me suis dit, en fait, on a un peu eu l'image de celui ou celle, d'ailleurs pas forcément féminine, mais qui travaille de chez elle et qui du coup, est hyper disponible. Non, en fait. Enfin, j'ai beau être chez moi, je suis pas spécialement plus disponible que quelqu'un, j'ai besoin de travailler. Donc, ouais. Donc ça, j'essaye. Parfois, elle revient à la culpabilité. Parfois, tu la repousses et puis je trouve qu'elle revient. Mais régulièrement, je me dis non, Isa, attends. 2 jours par semaine, c'est sûr, tu te fais des bonnes journées, quoi, du 9h à 18h. Et il y a 2 jours où effectivement, je les récupère, dont le vendredi où là, j'ai vraiment envie d'être en week-end et du coup, voilà. Mes enfants voulaient aussi que je les récupère à l'heure du déjeuner. Je leur ai dit, écoutez, je vous aime très fort, mais moi, j'ai besoin de travailler et je vous récupère encore mieux et plus détendu si vous me laissez des journées à travailler. Donc j'ai trouvé un juste milieu. J'ai dit écoutez, très bien, on va se bloquer un midi, c'est ce midi-là où je viens vous chercher. Il n'y en aura pas un deuxième, ce sera celui-là. D'accord. Et donc il y a 1 jour par semaine où je sais que c'est une plus petite journée, voilà, mais où je récupère les enfants pour le déjeuner. Okay. Le reste du temps, c'est niette, je me pose même pas la question et voilà. En fait, je trouve que à partir du moment où on se met des règles un peu comme quelqu'un qui est salarié, quoi, enfin voilà, et qu'on se détache de cette culpabilité du travail à la maison, et bon, je trouve qu'on s'en sort mieux. Ouais, on s'en sort bien. Et il faut et aussi, je dis ça, mais je l'ai pas assumé tout de suite, quoi. Et puis l'assumer. Non, en fait, moi, je bosse là. Enfin, en fait, donc le 4h15, non, c'est pas possible pour moi. Donc c'est comme ça que je me suis organisée. Voilà. Donc j'ai bien décidé des jours où je travaille, des grosses journées que j'ai. Je sais quelles journées je bosse vraiment beaucoup, les journées où, comme il y a un déjeuner au milieu, forcément, je perds un peu en heures de travail. Ouais. Je sais que le mercredi, voilà, c'est la journée que je dédie vraiment à eux, donc je lâche tout. Enfin, je dis ça, parfois je regarde un mail, mais sinon globalement, je trouve que. Ouais. Donc c'est comme ça que je m'organise. Donc j'ai pas d'enfants à la maison la semaine. D'accord. J'aurai ma petite dernière Cézanne avec moi. Non, clairement, je pourrais pas travailler. Ouais. Voilà. Pendant les 3 semaines là, parce que bon, on est en train d'enregistrer ça le vendredi 2 avril, juste avant le nouveau confinement. Comment tu vas faire pendant les 3 semaines qui arrivent du coup? Là, ma réaction a été oh la vache. Là, j'avoue, moi, je suis partagée dans ces cas-là avec à la fois une joie en me disant c'est quand même marrant, on vivra ça qu'une fois dans notre vie, avoir 3 semaines comme ça, là. Bon, après, comme s'il y avait 15 jours de vacances, mais voilà, le truc qui te tombe dessus, et puis 2 jours après, t'as tes enfants et toi pendant 3 semaines, enfin. Donc, à la fois l'accueillir un peu comme une joie, en disant, en fait, c'est quand même vraiment chouette, enfin, on pourra faire des matinées piges, il y a plus d'horaire, enfin, voilà. Donc, et en même temps, à se dire, bon, il faut quand même que bosser, enfin, voilà, il n'est pas question de s'arrêter non plus. Pendant 3 semaines, oui, faut quand même que ça tourne. Faut que ça suive, et enfin, voilà, donc, j'ai un mari qui est à son compte, qui bosse clairement, enfin, voilà, qui lui, on a fait ce choix-là, qu'il travaille un peu plus que moi, et donc, il s'adapte aussi avec moi. Donc on a sorti nos agendas, on a regardé, c'était cette demi-journée-là, je peux venir à la maison, comme ça tu peux bosser, enfin voilà. Donc on va s'organiser comme ça, semaine après semaine. Ok. J'espère que ça va marcher. Ouais. Je te le souhaite. Alors, tu as eu ton 4e enfant pendant quand tu étais illustratrice, quand tu as
lancé ta reconversion. Du coup, à la naissance, comment ça s'est passé? Tu as eu un congé mat? Comment t'as réussi à gérer ton activité et ton postpartum? J'ai pas eu de congé mat parce que ma boîte n'était pas assez récente. Ah, d'accord. Donc j'avais fait une demande quand j'avais vu ce que j'allais pouvoir toucher comme aide. Je me suis dit non, en fait, je vais même pas faire la demande, je vais continuer à bosser, ou en tout cas je vais faire comme je peux. J'ai la chance d'avoir une clientèle, je sais pas si, enfin je sais pas pourquoi, mais en tout cas j'ai une clientèle toujours hyper gentille, hyper... j'ai l'impression de lire le sourire dans les mails et les messages de mes clientes, donc... en fait, j'annonçais quand les commandes arrivaient, ou voilà, j'annonçais un peu la couleur en disant, bah, écoutez, je risque d'accoucher incessamment sous peu. Est-ce que ça vous ennuie si votre commande, du coup, est faite dans le mois, mais vous me laissez, ou dans les 3 semaines, enfin, voilà. En fait, j'ai jamais eu de non, quoi. Enfin, c'était, bah oui, bien sûr, pas de problème. Si elles avaient vraiment une deadline, alors, elles me le disaient, et puis je faisais en sorte que ça puisse coller. Je dirais que j'ai vraiment arrêté 10 jours. D'accord. J'ai ralenti le rythme peut-être 15 jours avant la naissance et j'ai commencé à dessiner avec ma petite Cézanne en écharpe 5 ou 8 jours après la naissance, mais c'était du dessin, je me suis pas mis de pression. C'était vraiment accueillir les commandes comme elles venaient, sans chercher spécialement à en avoir plus, sans communiquer. Enfin voilà, j'ai fait ça un peu à mon rythme tranquillement, mais en fait je me suis pas vraiment arrêtée. Ouais. Ouais. C'est les inconvénients d'être indépendant. Bah ouais, en fait, mais de toute façon, quelle que soit la situation qu'on choisit, elle est jamais parfaite à 100%. Je pense qu'il y a des périodes où elles sont plus agréables, elles correspondent mieux à ce qu'on est, et puis des moments où, bah oui, typiquement un congé mat, en fait, j'ai eu une grossesse à un an trop tôt, quoi. Enfin voilà, mais en même temps, enfin, quand on pense ça comme ça, c'est tant pis, quoi. Enfin, bah c'est oui, tout. C'est la vie. Ouais, et puis on s'adapte. Ça t'empêche pas de réussir quand même. Et ça m'a pas empêché de continuer, tu vois, donc c'est sûr que le congé mat en disant, ah putain, je lâche tout, trop bien, je cocoon tranquille, bah non, j'avoue que c'était pas... Ouais. Voilà. Ok. Alors, il y avait une dernière question de Egrobon. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans cette nouvelle vie, et est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? J'apprécie le fait d'être autonome, indépendante, et qu'on soit même tous les deux indépendants. Même si mon mari l'est moins que moi, voilà, son entreprise enfin ils sont 4, c'est différent, enfin, mais quand même, c'est une vie qu'on a choisie tous les deux, donc j'aime bien cette idée de choix, enfin, donc j'apprécie cette autonomie familiale finalement. Ouais. Cette impression de liberté. Je dis pas qu'on n'est pas libre quand on est salarié, pas du tout, mais j'ai cette sensation aujourd'hui d'être plus libre qu'il y a 6 ans, en tout cas pour moi. Voilà, donc j'apprécie ça. Ce qui pourrait me manquer, quand je me suis fait accompagner l'année dernière, je me suis dit, sur justement ma stratégie d'entreprise, etc., je me suis dit, waouh, ce serait quand même génial, alors quelqu'un toujours un peu qui fait l'effet miroir, quelqu'un qui m'accompagne dans mon projet, soit qui fait partie de mon projet, mais en même temps, je sais pas si j'aurais envie de partager. Enfin, si, j'aurais envie de le partager, mais peut-être pas à temps complet. Enfin, je sais pas, ça, j'avoue, je n'ai même pas réfléchi, mais peut-être avoir... ce qui pourrait peut-être me manquer, c'est d'avoir plus régulièrement quelqu'un, tu vois, qui vienne... Un associé avec qui tu pourrais partager tes peut-être, tes doutes. Qui vienne apporter des compétences supplémentaires pour m'épauler sur les choses sur lesquelles je pêche, quoi, clairement. Ouais. Enfin, je crois que j'ai plutôt une âme artistique. Enfin, moi, la partie gestion, tout ça, ça me... Voilà, même la partie parfois commerciale, etc. Vraiment, c'est pas mon truc, mais il faut. Enfin, je m'y mets parce que j'ai pas le choix. Ouais. Mais ça m'attire pas. Donc, si quelqu'un pouvait gérer la partie commerciale de ma boîte, ça m'arrangerait. Mais voilà, donc ce qui pourrait peut-être manquer, c'est parfois la notion d'équipe. Ouais. Tu vois. Ah, puis ça aide aussi d'être en équipe, on se motive l'un l'autre, on est complémentaires, voilà, on se complète. Oui. En fait, on est parfois face à ses limites quand on est seul. C'est ça.
Là où dans une équipe, finalement, le faire équipe, c'est top parce que chacun a ses compétences et quand on imbrique, c'est comme un puzzle, quoi. Tout rentre, enfin, quand ça rentre, voilà, mais tout rentre et puis t'es là, waouh, en fait, c'est top. On a tout ce qu'il faut pour y aller. Parfois, seul, on se dit, ah ouais, bah là, j'ai vraiment une vraie limite. Alors, à moins de se former sur tout et passer sa vie à être formé. Ouais. Bon, bah, il y a un moment donné où on accepte ses limites et on dit, bah là, en fait, oui, là, j'aurais besoin d'aide, voilà. Donc c'est peut-être ça, ce qui pourrait être le point plus négatif, il serait peut-être là. D'accord. Ok. Je voulais te parler des peurs, parce que vous avez peut-être eu des peurs, toi et ton mari. Notamment, vous vous êtes mis à votre compte tous les deux en même temps. Oui. Comment vous avez géré la partie financière? Vous aviez en plus des enfants, peut-être une maison à crédit. Comment vous avez géré ça et la peur qui peut en freiner plus d'un d'ailleurs. On a eu un peu chaud, mais on a préparé ça en fait. On l'a préparé, c'est-à-dire qu'on s'est fait des fichiers Excel, des charges qu'on avait, celles qu'on pouvait un peu diminuer. Notamment aller voir notre banque en disant bah oui en fait pour notre prêt immobilier est-ce que pendant 6 mois on peut le mettre en stand-by, donc on n'a pas payé nos mensualités pour notre prêt immobilier pendant 6 mois. C'est bien voilà. Ça je savais pas que c'était possible. Mais ouais, tu vois, c'est possible. Et donc c'est bête, mais ça c'est quand même ne pas payer le loyer pendant 6 mois. Alors ça a retardé notre prêt de 6 mois, hein, donc on n'est pas gagnant dans le truc, mais on avait besoin à ce moment-là et on a vu juste notre besoin là sur l'année, voire les 2 ans qui allaient suivre. On s'est dit, mais en fait, tant pis, ça va peut-être décaler notre prêt de 6 mois. Enfin voilà, peu importe. Ce qu'on veut là aujourd'hui, c'est pendant 1 an ou 2, ça suive quoi, qu'on s'en sorte. Ouais. Donc on a vraiment étalé, on a mis sur table toutes nos charges. Voilà, mon mari a eu la chance d'avoir le chômage, qui lui a permis quand même, l'air de rien, pendant 2 ans d'assurer un peu les arrières. Moi j'ai bossé, gagné ce que je pouvais gagner, ce que c'était au début, et voilà. Voilà, mis bout à bout. Voilà, alors on n'est pas parti beaucoup en week-end. On a loué notre maison en Airbnb dès qu'on pouvait, dès qu'on partait dans nos familles, parce qu'on a nos familles qui sont à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, et donc dès qu'on allait les voir ou dès qu'on partait en vacances ou chez des copains, même pour des petits week-ends, on mettait notre maison en location sur Airbnb et elle était louée à chaque fois. Ah ouais, d'accord. On s'est pas senti coincé chez nous pour autant, grâce au Airbnb. On a effectivement bien étalé nos charges. On va dire, mais quelles sont les charges auxquelles on pourra pas échapper et celles qu'on peut peut-être décaler, typiquement comme le prêt immobilier. Voilà, c'était 2 années où on a été hyper regardant de nos dépenses, ça c'est clair. On a diminué notre les restos, les babysites, on a fait gaffe, mais on s'est pas privé de sortie pour autant, mais on a été vraiment regardant. Ouais, clairement. Voilà, on a eu des moments où on a eu un peu plus chaud que d'autres, etc. Mais en fait, souvent, quand on était, avec du recul, quand on était devant nos tableaux, qu'on n'avait pas encore passé le cap, mais qu'on était en train d'analyser le truc, ça nous paraissait un peu comme une montagne à gravir. Mais genre la montagne, t'es en bas là, tu vois la montagne, t'es là, oh la vache, faut aller tout en haut. Truc qui paraît presque inatteignable. Et en fait, quand tu y es, tu te dis, mais en fait, c'était pas si haut. Je sais pas comment dire, tu vois. Quand t'as pas démarré, ça te paraît toujours un truc de dingo, un truc où tu vas jamais y arriver. Puis une fois que t'as mis juste un pied dedans, je trouve que ça fait relativiser en disant, non, mais en fait, ça va aller. Voilà. Et si c'est encore bien préparé, je trouve que si on a conscience aussi du changement que ça va être opéré dans un train de vie, voilà. Alors je trouve qu'en fait finalement une fois qu'on a démarré, ça paraît moins fou qu'avant. D'accord. Ouais, c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi quand j'ai lancé le podcast. Donc je comprends complètement, ouais. Ok. Et justement, il y a d'autres choses où j'imagine vous avez peut-être fait le deuil de la vie salariée
les avantages que ça peut avoir, je veux dire la mutuelle, la cotisation pour la retraite, des petites choses comme ça, la sécurité d'avoir toujours le même salaire. Comment vous avez réussi à surmonter ça, à vous dire c'est bon, ça c'est fini maintenant? On n'a jamais eu, c'était chouette, et je trouve qu'il y a vraiment des avantages et des inconvénients à tout. Donc oui, la vie salariée, il y a des choses qu'on a perdues, mais il y a des choses qu'on a gagnées avec notre vie d'aujourd'hui. Donc l'un dans l'autre, en fait, on n'a pas trop de regrets. Quand viendra le jour de la retraite, peut-être que je t'en reparlerai différemment, mais si on a une retraite. Si on a une retraite. Mais aujourd'hui, on n'est pas très regardant de ce qu'on a perdu, même si on sait qu'on a perdu des choses, mais finalement on est très regardant de ce qu'on a gagné en se mettant à nos comptes. C'était au-delà d'une vie professionnelle plus ajustée à ce qu'on était. C'est valable aussi vraiment pour mon mari. C'était aussi y trouver y trouver notre compte dans notre vie familiale. Et on l'a, voilà. Ouais. Donc on l'a plutôt gagné. Donc on a perdu des choses, mais on en a gagné. Donc c'est des choses très différentes, des domaines différents, mais vous avez fait le pour et le contre en fait à un moment donné. Sans regret de rien en fait, parce qu'on a peut-être perdu des choses, mais on en a gagné d'autres, voilà, et qui nous vont bien. Donc. Et toi, est-ce que donc au moment d'opérer ce changement, t'avais une peur particulière, un doute particulier que t'arrivais pas à surmonter ou qu'il fallait que tu te renseignes pour essayer de dédramatiser? T'as toujours la crainte que ça marche pas. T'as toujours la crainte de part de clients, d'un client mécontent. J'avais cette crainte-là. Mais je pense, et ça aussi, je l'ai bien trouvé, mon univers, parce que je suis dans un métier où finalement, on vient me voir souvent pour annoncer de jolies nouvelles, ou si c'est des nouvelles beaucoup plus douloureuses pour les familles, on me demande d'apporter un peu de joie ou dans cet événement-là. Donc finalement, ma plus grande peur, c'était peut-être d'avoir des clients mécontents, insatisfaits, ou de ne pas avoir de clients, enfin voilà, que ça ne marche pas en fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, on vient me voir pour donner du plus, du beau, de la joie, pour annoncer des belles nouvelles, ou pour donner de la joie à quelqu'un qui l'a un peu perdu. Voilà, donc très vite, ma peur s'est évaporée, quoi. Enfin, parce que les clients qui venaient me voir étaient contents, contents d'être là, d'avoir un cadeau un peu chouette à offrir, donc ma peur s'est vite dissipée. C'est super. Et aujourd'hui, donc qu'est-ce que tu dirais sur ta vie aujourd'hui? Comment tu te vois à l'avenir? Je sais pas trop à l'avenir. J'aime bien l'idée d'être toujours un peu en mouvement, de jamais me dire que ce que je fais est définitif. Donc je sais pas où je me vois, et ça me va bien de pas savoir où je serai dans 2, 3, 4, 5 ans. Je sais juste que je veux être en mouvement pour me mettre toujours en état de projet, d'être à l'écoute des envies que j'ai aujourd'hui, pour faire évoluer ce que je fais. Et j'aime bien l'idée de ne pas trop savoir où je vais ou où je serai, parce que ça laisse de la place du coup justement à la rencontre, ça laisse de la place à la rencontre, à la spontanéité, et voilà. Donc pas trop de plans sur la comète, juste apprécier le moment, être en mouvement pour faire évoluer les choses, quoi. Super. Écoute, je te souhaite que des choses positives et de belles rencontres pour la suite. Merci Nadia. Et alors, dernière question, je pose toujours la même question à mes invités. Je leur demande quel a été leur défi facile. Alors, c'est-à-dire en fait
Qu'est-ce qui, selon toi, vis-à-vis de tes enfants, il y a quelque chose, une étape de leur construction qui aurait pu te donner beaucoup de difficultés, mais qui au final s'est passé très vite. Je sais pas moi, ils ont peut-être fait leur nuit dès la sortie de la maternité, il y a peut-être des choses comme ça, tu redoutais les choses, mais en fait ça s'est très bien passé. Dis donc, j'aurais bien aimé l'avoir avant la question. Un défi facile. Oh la colle. De manière générale, je suis pas très anxieuse. J'aborde les choses, peut-être de manière un peu naïve, j'en sais rien, mais en tout cas, j'aborde les choses souvent quand même avec ouais. Bon, on verra. Bon, écoute, on verra. Non, voilà. mais c'est bien, c'est une force. Voilà. Mais peut-être à l'arrivée ou enceinte de mon 4e, où je me suis dit waouh, 4. Qu'est-ce que ça va donner dans la maison, l'organisation et tout. Et en fait, c'est passé crème parce que on a lâché prise à la naissance. Ça a été un vaste souk pendant quelques mois, voilà. Mais c'est passé crème dans le sens où finalement, en fait, j'ai pas beaucoup d'exemples à part celui-là parce que c'est un sacré changement, passer de 3 à 4. Ouais. Mais moi je suis toujours permise du passage de 1 à 2. Ça fait 1 an. Tu vois, avec du recul, j'ai trouvé le passage de 1 à 2 beaucoup plus difficile que 3 à 4. Ouais. D'accord. Vraiment. Je vais dire ça à mon mari. Ouais, en fait, on s'est dit, de toute façon, il y aura des loupés. Oui, les enfants vont peut-être avaler des pizzas tous les soirs ou des coquillettes un soir sur 2. Et finalement, tant pis, si ça peut leur donner de la joie, tant mieux. Ils mangeront des légumes plus tard. J'ai pas le temps de cuisiner ou j'ai pas le courage, j'ai pas l'énergie. Voilà, donc on laisse. Donc c'est passé crème finalement, mais peut-être un petit peu d'appréhension à l'idée de gérer le matin pour aller, tout le monde soit prêt pour aller à l'école, enfin cette gestion là vraiment purement, tu sais, on est quand même l'environnement qui nous fout des horaires. Donc j'avais peur de pas être réglo vis-à-vis de tous ces horaires qu'on avait. Finalement c'est passé, voilà, on s'est bien organisé et ça s'est fait. Donc voilà, je pense que c'est l'exemple que j'ai. Oh, super, merci beaucoup. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, que tu voudrais dire, un petit mot de la fin? J'ai l'impression qu'on a fait un bon tour quand même. Juste merci. Merci Nadia pour ce bon moment. De rien. Je te remercie à toi surtout d'avoir accepté mon invitation. Merci Isor pour ton partage. Il est tellement riche. Je suis très admirative devant ton parcours et la vie que tu mènes aujourd'hui. J'espère que le partage d'Isor vous fera réfléchir, vous enlèvera peut-être quelques peurs si vous avez une envie de changement, ou vous donnera des idées concrètes pour parsemer de la joie dans votre quotidien avec votre famille. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup en visibilité et surtout ça me motive à fond pour continuer ce podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta où vous pouvez me taguer sur cet épisode en story et je vous repartagerai. J'ai lancé aussi une newsletter pour vous en apprendre plus sur mes invités et partager d'autres podcasts dans le même thème. Le lien pour s'inscrire est dans la description. Si vous avez également des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous souhaiteriez voir traités dans un prochain épisode, vous pouvez me l'indiquer en commentaire, Apple ou sur les réseaux sociaux. Je les prendrai en compte. Portez-vous bien et à très vite.